Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de CoachingAccès.tv. J'ai un rigolo avec moi, vous l'avez reconnu, c'est David Bernard. David Bernard, salut. Salut Marc. Allez, écoute, content de te voir. La dernière fois, on était devant une caméra, c'était, je pense, il y a 5 ans environ, 4-5 ans, on préparait un événement ensemble, le symposium et tout ça. Mais écoute, on va pas tourner nécessairement dans les 4 dernières années parce qu'il y a beaucoup de monde qui t'ont vu déjà de toute façon sur les 4 émissions de télé que tu avais. Il faut dire que ça fait 1h30 qu'on part dans l'auto avant d'avoir commencé à enregistrer. On était déjà sur une lancée. Ah, écoute, on est des amis, là, ça se pardonne, puis on aime ça parler aussi, puis on en profite là, pour une fois que... De toute façon, moi, je t'écoutais pas. C'est sûr que tu fais comme d'habitude, mais t'es coach, t'es conférencier, évidemment, bien sûr. Beaucoup de gens t'ont vu pour ralentir, pour réussir. Ralentir pour réussir. Donc, entre autres, écoute, moi, tu sais, là, ça fait quand même 9 pays que je fais. J'en ai fait une vingtaine en France, des conférences, j'ai fait des balles et des congrès, mais toi, tu as fait le Zénith, 4000 personnes, et Bercy, 10 000. Le Palais Omnisport de Bercy devant 10 000 personnes l'année dernière en 2000. On était rendu en 2016-2017. Quelque chose. En tout cas, là, vraiment félicitations parce que je sais que ceux qui ne savent pas, là, mais dans une grande salle, là, il faut parler plus lentement parce que le son, ça voyage à des vitesses un peu à leur guise. Si Moi, c'était la première fois de vivre ça dans un aréna, là, littéralement, là, parce que c'est comme un stade. Comme un Centre Bell? C'est comme un Centre Bell. C'est comme un... OK. C'est comme un genre de Centre Bell fait sur le rond, mais écoute, c'est gigantissime. Tu as l'impression d'être dans un néant parce que quand tu parles, c'est noir. La voix est très écho, fait que tu l'entends, mais tu l'entends d'une manière... Mais faut que tu rouvres tes yeux, hein, tu sais ça. C'est mieux. Ah oui, j'ai fait la conférence fermée, j'étais bien nerveux, j'avais peur, j'ai fait comme ça. Bonjour tout le monde. Non, mais sérieux, écoute, ça fait longtemps là, qu'on te voit ici au Québec, puis même en France, en fait dans la francophonie, parce que tu es relayé là, sur Internet, et puis là, on vient de le dire, tu as déjà fait en 2 événements 15 000 personnes. Mais écoute, tu es quelqu'un qui est profond, qui est spirituel, qui est évidemment drôle, comme on vient de voir, mais il reste que si tu avais à résumer, si on peut dire d'une certaine façon, toutes ces années où tu as étudié, puis tu vis tout ça au niveau du développement personnel, au niveau du leadership personnel, etc. Quels seraient, selon toi, les top 3 trucs que tu retiens si tu avais là, les 3 dernières choses à dire sur l'idée de donner le meilleur de soi ou de se réaliser soi-même, etc. Ce serait quoi ton top 3? C'est drôle, on n'avait pas préparé des questions, hein, fait que c'est pas comme si je savais à l'avance ce que tu allais me demander, Marc. J'aurais envie de te répondre comme spontanément, zéro des réponses qui sont dans ma cassette habituelle de ce que je suis habitué de dire. OK? Bon, c'est sûr que la première réponse, moi ça c'est mon top 1, c'est de ralentir, l'importance de ralentir. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une société qui roule à 100 000 à l'heure. Qui est beaucoup valorisé dans la virtualité aussi, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui est branché sur son téléphone intelligent et est en train de devenir on s'abrutit tout avec ça. Puis je pense que on a oublié aujourd'hui dans notre monde très bruyant que les réponses à toutes les questions qu'on cherche, elles sont à l'intérieur de nous. Mais on est conditionné à les chercher à l'extérieur, à courir à 100 000 à l'heure. On est beaucoup dans une société de faire et non d'être. On est vite, hein? On est vite. Puis à vouloir toujours faire, la plupart des gens, qu'est-ce qui se passe? On se perd. Tu sais, juste au Québec, 52% des Québécois sont sur les antidépresseurs. Moi-même, j'ai vécu l'année dernière une dépression parce que justement, j'étais perdu. J'ai arrêté de ralentir. J'ai accéléré à 100 000 à l'heure, puis je me suis perdu là-dedans. Puis ça, c'est pour dire que je suis pas un super-héros, mais au contraire. Non, moi non plus. Je suis un être humain bien normal comme tout le monde qui Moi, j'ai un doctorat en dépression, tu savais ça, Puis... je pense que de ralentir, en tout cas moi dans mon cas, c'est ce qui m'a sauvé. Quand j'étais jeune, puis ce qui m'a sauvé un peu plus vieux là, dans le début de ma quarantaine, c'est ça qui m'a permis de retrouver mon chemin. Fait que, je dirais à n'importe qui... Parce que je pense que les êtres humains, on est tous pareils fondamentalement. On veut être aimé, puis on veut aimer. On veut être heureux, puis on veut être en paix. Puis l'histoire là-dedans, c'est de quoi tu as besoin pour être heureux, puis pour être vraiment réellement en paix. Puis tout ce que tu penses que tu as de besoin, la plupart du temps, tu n'en as pas vraiment de besoin. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est simplement mon premier truc le plus simple, c'est commence par ralentir pour prendre la perspective puis réaliser ce qui se passe dans ta vie. Puis attends-toi pas à avoir un crash course de je fais 3 heures sur comment ralentir, voici les 10 étapes, puis là tout d'un coup, je vais avoir une illumination. Ça serait quoi d'après toi, donc, si on veut, disons,
le premier truc, là, qui est l'étincelle qui va nous amener à ralentir, puis à amener à une autre étape, à une autre étape, C'est de le planifier. C'est de le planifier. C'est simple de même, mais c'est de commencer par planifier Un moment où on va ralentir. Donc, mais ce soir, à 20h30, là, de développer je lâche des la rituels. télé, je lâche l'iPad, puis je m'en vais sur le balcon, puis je commence à lire une revue ou un livre. Puis ce qui est hallucinant là-dedans, c'est que même si c'est la chose la plus simple au monde à faire, c'est la plus difficile parce que c'est simple. Parce que ça va à l'encontre de tout notre ADN en ce moment. Ouais. Les cellules sont programmées, comme tu dis, à courir. Ben, puis, on est habitué à être entertainé, on est habitué à être stimulé encore et encore sans cesse par nos téléphones, par l'environnement, par la télé, par la radio. les actualités, les nouvelles. Ouais. Puis moi, tu sais, de réapprivoiser le silence pour accéder à ses forces intérieures et à ses réponses, c'est probablement la chose la plus importante. Mais apprivoiser le silence, ça se fait pas en une minute. Ça prend du temps. Fait que de réapprivoiser le silence, puis de planifier des moments qui sont quotidiens ou hebdomadaires. Moi, je suggère quotidien parce que je pense que si tu veux vraiment faire un travail intérieur, c'est pas de faire 1 heure une fois par semaine, mais de faire 5 à 10 minutes à tous les jours. Puis ça va te donner un swing. C'est comme le gym. C'est ce qu'il y a de plus puissant. Fait que je te dirais que ça, c'est une des premières choses. Ouais. Une deuxième, dont j'ai jamais parlé de ma vie, mais que j'ai commencé à pratiquer il y a tout récemment. Te laver. Je te dis, ma blonde, elle m'en parlait. Elle dit, écoute, ça sera le fun. Depuis qu'on s'est rencontrés, je t'ai jamais vu prendre une Ta douche. blonde? Toi, Ben oui. un gars avec une facelette comme toi, t'as une blonde. Oui, Ça veut dire que c'est de l'espoir pour J'ai moi, travaillé ça. fort là-dessus. J'ai l'impression que j'ai gagné à la loterie. C'est ça. J'ai commencé à pratiquer tout récemment, Marc-André, le melon. Le melon? Le melon. C'est quoi ça? Melons-nous de nos affaires. Et ça a littéralement, pour de vrai, changé ma vie. Ah, c'est bon. Mais oui. littéralement, ça a changé ma vie. ouais. Puis je vais te dire de où la prise de conscience est venue. Puis là, je suis persuadé que s'il y a des parents qui sont séparés en ce moment, ça va les faire vibrer. Moi, quand je me suis séparé de la mère de ma fille, il y a 2 ans de ça, 1 an et demi, 2 ans de ça, sans même le réaliser inconsciemment. Puis tu sais, je suis très vulnérable avec toi, mais avec vous autres qui nous écoutez aussi, parce que je veux passer le message. Je suis rentré sans même m'en rendre compte inconsciemment dans une énergie de compétition avec la mère de ma fille parce que je voulais être le meilleur des 2 parents. OK. Puis je pense que la mère aussi était là. Fait que les deux, on était dans une espèce de compétition non dite, non assumée, peut-être probablement au niveau de l'inconscient, de c'est qui qu'elle va aimer le plus des 2. Ah ouais. Et ça m'a rendu profondément malheureux. Mais profondément malheureux parce que j'avais l'impression que peu importe ce que je faisais, c'était jamais suffisant, c'était jamais assez. Puis j'étais beaucoup dans une énergie de contrôle. Mais contrôle, pas contrôle de moi, qui est la seule chose sur laquelle j'ai du contrôle, mais contrôle de ce qui se passe à l'extérieur de moi. Puis j'ai perdu bien des plumes là-dedans, puis j'ai perdu beaucoup d'heures de ma vie, de journées de ma vie, de semaines de ma vie à être passablement pas très heureux parce que j'étais en compétition. Puis j'ai réalisé que la compétition, c'était ultimement le plus grand obstacle à l'amour. Fait que melons-nous nos affaires par rapport à ça, ça veut dire... Par rapport à tout. Tout. Mets toutes tes affaires, tu sais, plutôt que, on en parlait un peu plus tôt, mais plutôt que d'être en compétition avec des collègues ou avec des membres de ta famille ou avec ton conjointe ou Tes enfants? avec tes enfants, peu importe avec qui, plutôt que d'être en compétition, mets-toi dans tes affaires, tout le monde fait du mieux qu'il peut. Puis on a tous des batailles en dedans de nous qu'on livre, puis souvent on ne les remarque pas, puis on n'est pas conscient de tout ça, mais ça change pas qu'on est tous sur un chemin, puis on fait tous du mieux qu'on peut. Fait que, puis quand tu es trop dans le jugement, quand tu es dans le jugement, t'es pas dans l'amour. Il n'y a plus de place pour l'amour, il y a juste du jugement. Puis attention aussi, je fais une nuance qui est très, très importante que j'ai appris encore cette année. Il y a une grande différence entre être dans le jugement puis avoir du jugement. Ah oui! Tu peux avoir du jugement, de dire, oui. ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. C'est vrai que ça n'a pas de bon sens. Puis être dans le jugement, c'est, ben, elle n'a pas fait ça, puis je comprends pas, puis Fait que je considère que je suis une personne qui a du jugement, mais je suis dans un chemin où j'ai décidé de me libérer d'être dans le jugement à propos des autres. Mais je suis content que tu l'apportes, ça, parce que le melons-nous de nos affaires, au moment où tu l'as dit, ça m'a rappelé ça. L'histoire du jugement, puis on en parlait tantôt justement par rapport aux itinérants. Bon, c'est tellement facile de juger quelqu'un dans cette situation-là et tout ça. Mais ça peut être n'importe qui, n'importe quand. Puis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu suggères qu'on fasse quand on se sent attrapé par cette habitude-là de juger? Puis dans notre tête, on est en train de dire, regarde là, comment elle est habillée, elle. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on se dit pour sortir de ça? Ben, c'est très pernicieux parce que d'abord et avant tout, la plupart du temps, quand on est dans le jugement, on le sait pas.
on s'en rend même pas compte. C'est tellement conditionné dans notre société, dans notre mode de pensée pour la plupart des gens, là, qu'on s'en rend même pas compte qu'on est en train d'analyser, puis de critiquer, puis de juger les autres. C'est vrai, ça. Puis ça aussi, c'est très représentatif souvent de comment on est avec nous-mêmes. Fait que si tu juges beaucoup les autres, ça veut dire que tu juges beaucoup Ah toi-même. oui, c'est vrai, c'est bon que tu T'es dises sévère ça. avec les autres. C'est tout le temps de la T'es sévère avec exactement, c'est toujours de la projection. En fait, ça n'a jamais rien à voir avec l'autre. Ah ouais. Quand on juge, comme Wayne Dyer dit, ça dit rien sur l'autre, ça dit Sur toi. Sur toi qui a besoin de juger. Exact. Puis Louise Hay, ce qu'elle dit, elle, quand tu t'attrapes dans une situation comme ça, tu te dis, ah, ça, c'était l'ancien moi. Ouais. Parce que en voulant dire que tu as choisi d'être quelqu'un d'autre. Puis de toute façon, comme Miguel Ruiz disait, il dit ça c'est le premier accord, tu sais, avoir une parole impeccable pour toi et les autres. Puis il dit aussi, ça n'arrivera jamais. Ça, dites-vous ça, que vous n'aurez jamais 100% parole impeccable, mais au moins de tendre vers ça. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Mais c'est vrai parce que tu sais, en même temps, on parle justement du premier accord Toltec de Don Miguel Ruiz. Si tu veux que ta parole soit impeccable, elle ne peut pas juste l'être à propos des autres. Il faut qu'elle le soit à propos de toi-même. Fait que ce chemin-là de non-jugement, ça peut sembler comme si d'abord et avant tout, c'est pour aider les autres, te libérer des autres, mais en réalité, c'est pour toi. C'est pour prendre soin de toi. Parce que, tu sais, moi, admettons, là, je vais te donner un exemple. Quand je rencontre une personne qui est bête avec moi, sur le coup, avant, ma réponse, c'était qu'est-ce que tu prends d'être bête avec moi, gna, 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 gna. Puis maintenant, je suis beaucoup plus dans une énergie de compassion, de dire, elle, quand elle est toute seule avec elle doit tellement se parler rough, puis elle doit tellement être dure avec elle-même. Je vais essayer d'y donner encore plus d'amour. Parce que, ça c'est très important, ceux qui ont le plus besoin d'amour dans la vie, c'est souvent ceux qui sont les plus difficiles à aimer. Oui, tout à fait. Fait que de tourner ça, de switcher ça, pour moi, ça a été quelque chose de grand. Mais pour répondre à ta question, ben, c'est d'être dans la conscience de plus en plus. Puis quand tu es dans la conscience, puis quand tu es imprégné dans le moment, tu te vois aller parce que tu te détaches, comme on en parlait plus tôt. Il y a ton ego, puis il y a ton âme, la partie spirituelle en toi, la source, peu importe comment tu veux l'appeler. Puis quand tu te détaches progressivement de ton ego, tu reviens dans ce qui est le plus important, c'est-à-dire la vérité. Puis il y a une phrase dans un livre très populaire qui existe depuis 2000 ans qui dit « Tu connaîtras la vérité et la vérité te libérera ». Le plus grand défi pour tous les êtres humains, c'est de sortir de leur déni. On est tous dans le déni de quelque chose. Il y a toutes des affaires qu'on ne veut pas voir dans notre vie, puis ce déni-là nous fait souffrir, puis il nous laisse souvent pris dans une réalité cristallisée et limitante de qui on peut être. Comme quoi, par exemple? Déni de quoi? Donne-moi un exemple. Je vais donner un exemple concrètement par rapport à moi. Je rencontre une femme il y a 5 ans de ça. Je tombe en amour avec elle. Elle tombe enceinte après 3 mois. J'allais dire 3 semaines. ça fait vite un peu. Après 3 mois, on décide d'avoir l'enfant. Ça a été une très bonne décision pour moi. Je rêvais d'avoir un enfant. Je suis béni pour ça. Mais ceci dit, après 1 an et demi de vie commune, on réalise profondément qu'on n'est pas fait pour aller ensemble, qu'on est sensiblement proche de l'incompatibilité complète. Mais on se respecte beaucoup, puis les deux, on croit beaucoup à la valeur de la famille. Fait qu'on veut que la famille survive à tout ça. Alors les deux, on est tombés dans une espèce de déni de nos sentiments profonds, de notre perception profonde de la vérité. De la situation. De la situation, exactement. De l'incompatibilité, tu penses? Ben oui, moi je l'ai mis en déni pour dire non, ça va bien, puis j'étais tellement dans le déni, je me suis fait que tu le voyais, mais tu le voyais pas. Je l'ai engourdi, j'ai mis le couvercle dessus, je l'ai éloigné de mon champ de perception parce que ça me faisait beaucoup trop souffrir de savoir que j'étais dans une relation où est-ce que je ne peux pas m'épanouir, tu sais, ou presque pas. Puis ce déni-là, le jour où je l'ai affronté, ben j'ai compris à quel point j'étais plus à ma place, puis je m'étais éloigné, j'étais plus sur mon X, j'étais plus dans le plan, tu sais. Et ça, pour moi, ça a été comme une grande révélation de dire le déni que tu vis là, mettons pour, par exemple, ta relation, parce qu'il y en a qui sont dans le déni d'une relation, il y en a qui sont dans le déni d'une consommation, il y en a qui sont dans le déni d'une circonstance, d'une situation de vie, d'un travail qu'ils n'aiment plus, dont ils veulent se libérer, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont dans la peur plus que dans l'amour. Tous ces dénis-là t'éloignent de la vérité, donc de l'amour, donc du bien-être et de la paix. Fait que c'est d'avoir le courage de sortir les squelettes du placard ou d'aller dans le grenier puis de tasser les fils d'araignée et de dire OK, là, il y a du ménage à faire. Puis si je le fais pas là, je vais le faire quand? Parce que ça m'amène un petit peu, ça m'amènerait peut-être justement au troisième point que je peux te dire. Puis c'est un point que tu disais tantôt, j'étais un peu spirituel, ben oui, je l'assume. Moi, j'ai cette croyance-là profonde que chaque être humain naît avec une mission. Une mission ou un alignement spécifique. On a toujours le libre arbitre, c'est-à-dire le choix de faire ce qu'on veut, mais on a tous un plan qui nous est prédestiné. Puis tu peux le voir d'ailleurs par
les habiletés que tu as naturellement ou les capacités que tu as naturellement. Tu vois qu'il y a des gens qui sont plus faits pour être des artistes, puis d'autres qui sont plus faits pour être des politiciens, puis d'autres qui sont plus faits pour être des comptables. Ou les désirs. Tu sais, des fois, il y en a qui manifestent des désirs, même s'ils sont un petit peu pas 100% dans l'habileté encore. Il y a Mais il y a le désir en dedans, il y a une drive en dedans de c'est par là que je veux que ma vie s'en aille. Et donc, moi, je pense que c'est pas compliqué. Pour te le faire ultra simple, on a tous un plan dans la vie. Fait que la question ultime à te poser, à un moment donné, même là, en ce moment, en nous écoutant, c'est suis-tu dans le plan? Oui ou non? Puis c'est pas compliqué si tu veux trouver la réponse, c'est que quand tu es dans le plan, sensiblement, tu es heureux, tu es en paix, ça va bien, même s'il y a des défis du quotidien. Ta vie ouvre, puis tu sens qu'il y a un élan, qu'il y a un flow, qu'il y a quelque chose qui se produit. Tandis que quand, au contraire, tu n'es pas dans le plan, dans ton plan à toi. Dans ton plan à toi, moi j'appelle ça le plan, tu sais. Ouais. Ce qui se passe bien souvent, c'est que tu vas être confronté à beaucoup de résistance extérieure. C'est-à-dire que tu vas avoir des problèmes, des défis. Tu sais, admettons comme ma blonde, elle a changé de travail, mais tu sais, avant de comprendre qu'il fallait qu'elle change de travail, elle me racontait qu'elle a eu 3 crevaisons l'espace de 2 mois en se rendant au travail. Pas tant que ça. Puis là, quelqu'un pourrait dire, ouais, ben là, écoute, c'est un hasard. Moi, je ne vois pas les hasards-là. On peut voir un hasard, mais moi, je pense que c'est la vie qui te parle pour te dire arrête d'aller là, t'es pas bon, t'es pas heureux. Ah, OK, c'est en allant à l'ancienne place. En s'en allant travailler, tu sais. À la place qu'elle n'aimait pas. Fait que, tu sais, bref, t'as un plan. Tu peux être dedans ou pas dedans, mais quand t'es pas dedans, tu souffres, c'est plus difficile, t'as plus de résistance. Puis quand t'es dedans, c'est plus facile, ça rouvre, t'es plus dans le flow. Ouais. Fait que la question, c'est est-ce qu'en ce moment, tu considères que t'es dans le plan, oui ou non? Ouais. Puis sinon, ben là, ralentis. Puis commence à tranquillement, pas vite, réajuster ta vie pour te donner une nouvelle direction. Puis, tu sais, de se donner la permission de se réinventer, c'est quelque chose qui est difficile à faire, mais qui est très puissant. On en parlait tantôt, mais tu sais, moi, il y a à peine 2 ans de ça, j'étais encore beaucoup collé dans mon ego, tu sais, par rapport à... J'avais ma grosse maison, je dis pas que c'est mal, puis c'est relié à un ego d'avoir une grosse maison, mais pour moi, ça l'était, parce que ma grosse maison, c'était comme le symbole de mon succès. J'accueillais les gens chez nous, j'étais comme, tu sais, je me pétais un peu bretelle, regarde ça, j'ai réussi dans la vie. Puis un jour, j'ai réalisé que cette maison-là, elle m'apportait beaucoup plus de lourdeur que de bonheur. Puis à partir du moment où je l'ai vraiment compris, ça a pris un instant, je l'ai affiché, je l'ai mis en vente, puis rapidement après, elle s'est vendue, puis je me suis libéré. Puis en me libérant, ça m'a permis d'approfondir ma relation avec moi-même sur des bases plus vraies. Pas sur des bases de ce que la société me conditionne, de c'est quoi le succès. Ça, c'est du melon, ça. Ah oui? C'est du melon, ça. C'est de se mêler de ces affaires. C'est dans le sens que tu t'étais un petit peu... tu étais entré dans le moule de ce qu'on avait construit en société pour ce que David Bernard devait faire et être pour être une personne exceptionnelle, bonne, réussite, etc. Donc, dans le fond, on résume, parce qu'on est tout le temps dans le temps ici, tu le sais. Je le sais. Le meter du taxi roule. Oui, c'est ça. Tu vas me monter un bill, moi, là. Mais là, écoute, on résume, là. Entendre ralentir. Oui. Donc, mêle-toi de tes affaires. Oui. Sois davantage dans l'amour puis dans la compassion plutôt que dans le jugement. Tu commences avec toi-même, c'est le meilleur entraînement. Puis le troisième. Puis ultimement, le troisième, ben donne-toi la chance de comprendre, es-tu dans ton plan ou pas. Puis si t'es pas dans ton plan, donne-toi la permission de te réinventer puis de progressivement changer les choses. On est dans une société qui valorise beaucoup la rapidité. Mais les changements, des fois, ça se fait pas en 2 minutes. Des fois, oui, OK, peut-être. Mais de ce que j'observe à travers la société puis à travers les clients que j'ai, tout ça, souvent, c'est que ça prend un certain temps pour développer des nouvelles habitudes, pour s'accoutumer, pour lâcher quelque chose.